Jeudi 27 février 2020, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Florence Albrecht et Pierre Parlant, traducteur et directeur de l'ouvrage Lettres d'Italie, sélection de correspondances de Friedrich Wilhelm Nietzsche, publié aux éditions Nous, en présence de Jean-Christophe Godard, philosophe, professeur à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour à tout le monde. Je vous propose de commencer sans attendre. Je crois qu'on a déjà un petit peu de retard. Et merci donc d'être venu pour cette présentation. Alors je présente rapidement et puis je vais laisser la parole aux traducteurs qui ont beaucoup plus de choses à dire que moi. Je présente Florence Albrecht, donc, qui est les deux traducteurs, enfin Florence et Pierre, qui est enseignante à l'université de Nice. Alors on ne dit plus université de Nice, on dit université de Côte d'Azur, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Où elle enseigne notamment la philosophie allemande. Et qui est collaboratrice de la revue Le Ventre et l'Oreille, si vous voulez lire des beaux textes de Florence, puisque je crois qu'il y a une dimension dans leur travail, mais bon, ils en parleront peut-être, qui est aussi une dimension d'écriture, c'est-à-dire traduire, je le sais pour m'y être employé, traduire c'est aussi écrire et avoir un plaisir d'écriture. Pierre Parlant, qui est philosophe, poète et écrivain. Je cite deux ouvrages, pas de deux, peut-être que voilà, j'en oublie. Le rapport Signal-Bruit, voilà, et qui est collaborateur de cahiers critiques de poésie du Centre international de poésie de Marseille, où il habite, je crois. Si j'ai pas... Arles, d'accord, pas très loin. Et du magazine en ligne Diacritique. Voilà. Et donc, juste pour dire un mot sur le livre, il s'agit d'un choix de lettres. Donc, je pense que aussi ils nous expliqueront comment ils ont procédé pour ce choix-là. Ce sont des lettres qui s'étalent entre octobre 1872 et décembre 1888, qui sont donc antérieures à l'épisode du 3 janvier 89 et des billets de la folie, qui donc ne sont pas traduits ou ne sont pas repris dans le volume. Bon, mais c'est pas effectivement le sens et l'intérêt, enfin, je veux dire, de ce que vous avez voulu faire. C'est l'Italie où Nietzsche cherche sa place et s'épanouit en quelque sorte. C'est pas comment dire, le moment de la rupture. Donc ça commence à Chiavenna et ça finit à Turin, où Turin, il semble trouver les meilleures conditions. Voilà. Je dis juste un mot, et là, si j'ai oublié, je vais dire quelque chose, mais pendant cette période, c'est une période qui est assez importante, puisque c'est durant cette période que Nietzsche écrit les textes de Humain trop humain, les aphorismes d'Aurore, le cas Wagner, l'Antéchrist et Ecce Homo. Je ne pense pas avoir oublié de... Donc c'est aussi une période de production philosophique intense et importante. Et ça sera peut-être aussi une chose dont vous aimeriez parler, enfin je ne sais pas, mais je veux dire, poser la question de savoir comment dire les choses se relient avec le séjour italien et avec, j'allais dire, la météorologie, en quelque sorte, italienne, comment ça fonctionne avec sa pensée. Alors la première chose, pour amorcer, juste, je leur pose une question qui est une curiosité. Comment le projet est né, comment vous en êtes venu là, et puis aussi cette dimension qui m'intéresse moi peut-être beaucoup aussi, c'est-à-dire d'avoir un duo de traducteurs, qui n'est pas simplement des philosophes, vous êtes philosophes tous les deux, mais avec aussi cette dimension d'intérêt pour l'écriture et ce lien que vous avez tous les deux, puisque je connais les textes de Florence aussi par ailleurs, avec une écriture plus littéraire, poétique, enfin je veux dire même de prose poétique, enfin voilà.
Bonsoir, merci d'être là et merci pour cette présentation qui va nous permettre effectivement de dire un certain nombre de choses. D'abord, pour commencer, sur l'existence du livre. Peut-être pour que je sois à peu près précis, il faut que je dise que d'abord c'est une commande de l'éditeur, et disant que c'est une commande de l'éditeur, peut-être qu'il faut que je précise. Vous les connaissez peut-être, les éditions Nous. C'est aujourd'hui une maison d'édition qu'on dit indépendante, petite maison, en tout cas, disons ça comme ça, mais c'est sans doute une des maisons les plus exigeantes et les plus intéressantes du panorama éditorial en France, qui a 20 ans d'existence, qui a dans son catalogue des auteurs tout à fait remarquables. Et il se trouve que le projet éditorial des éditions Nous a 3 orientations majeures. Pour le dire très simplement, pas de roman, pas de fiction, pas de nouvelle, pas de fiction romanesque. La poésie, c'est peut-être d'ailleurs oui, c'est déjà une indication par rapport à la question que tu posais. La poésie contemporaine ou pas, domaine étranger ou poésie écrite en français, d'une part. La philosophie, qui d'ailleurs trouve sa place dans une collection qui s'appelle Antiphilosophie, pour des raisons qui sont liées notamment à un attachement que la maison Nous a avec Lacan et Badiou, et peut-être qu'on reviendra sur cette appellation d'antiphilosophie. Et puis cette collection très particulière dans laquelle le livre a été publié, qui s'appelle Via. Alors la collection Via, comme son nom l'indique, c'est une collection qui fait plus que regarder du côté de l'Italie, puisque c'est une collection qui accueille depuis le début, parce qu'il se trouve que cette maison d'édition est animée et dirigée par Benoît Casas, qui est aussi écrivain, et Patricia Atzei, qui est éditrice et philosophe. Patricia Atzei est italienne. Et la collection Via accueille des textes, alors, soit d'auteurs italiens, traduits en français, soit des textes qui ne sont pas écrits par des auteurs italiens, mais qui peuvent être écrits par d'autres auteurs, mais qui ont un rapport intime, un rapport essentiel avec l'Italie, avec son histoire, avec ses paysages, etc. Et pour répondre donc très vite maintenant à la question, pourquoi ce livre ? C'est une commande, c'est-à-dire que moi j'avais publié un petit livre en 2014, je crois, qui s'appelle Les courtes habitudes, qui est une formule de Nietzsche du reste, et qui était un premier volet d'une trilogie qui se poursuit. Et l'éditeur m'avait dit, j'ai lu quelques lettres de Nietzsche, enfin la correspondance de Nietzsche est très abondante, mais notamment en Italie, et j'aimerais bien faire un volume où on retrouverait des lettres d'Italie. Alors maintenant, j'en viens à la réponse peut-être plus précise. La première difficulté, évidemment, ça a été de constituer un corpus. Quelles lettres choisir ? Et la deuxième, c'était que peut-être il fallait avoir une sorte de lumière portée sur les choix qu'on allait faire, parce qu'on aurait pu évidemment faire un autre choix, et puis on aurait pu avoir d'autres angles d'attaque que celui qui a été le nôtre. Alors à la première question, quel choix ? Nous avons retenu des lettres, pas toutes les lettres, mais des lettres d'Italie où il est question de l'Italie, ce qui n'est pas le cas de toutes les lettres. Nietzsche écrit beaucoup, il a un grand attachement à la fidélité à ses interlocuteurs, et l'activité épistolaire est une activité centrale dans son existence, en Italie notamment, mais pas seulement. Donc il y a des lettres où il parle d'autre chose, de son travail, de son humeur, mais pas forcément d'Italie. Les lettres que nous avons retenues, ce sont celles où il est question de l'Italie, à des degrés divers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous les avons présentées en respectant la chronologie, mais aussi, d'une certaine manière, en dessinant une sorte d'itinéraire, puisqu'on va de ville en ville. Et le premier séjour, on va y revenir, c'est Sorrente, c'est-à-dire tout près de Naples. C'est peut-être là, et en 1876, où Nietzsche fait la première rencontre avec ce qu'on appellera l'Italie. Et encore une fois, j'y reviendrai, l'Italie est pour Nietzsche bien plus que le nom d'un pays. Et puis ça s'achève effectivement, comme tu l'as dit, à Turin. Alors si on n'a pas mis les billets de la folie, c'est d'abord parce que ce qu'on appelle les billets de la folie, c'est-à-dire ce qui coïncide avec ce qu'on a appelé aussi l'effondrement de Nietzsche, donc début janvier 89, c'est pour des raisons qui sont liées à la très grande singularité de ces textes, et aussi parce qu'il n'est pas question d'Italie pour le coup. Hein, voilà.
Donc voilà la réponse que je pourrais donner. Alors maintenant, pour le reste, et Florence intervient évidemment pour compléter ce que je vais dire, mais le projet était aussi de traduire à deux. D'abord parce que Florence est une très bonne germaniste, ce qui n'est pas mon cas, et que je ne me serais jamais, moi, lancé dans cette entreprise tout seul, et que le travail de traduction à deux avait aussi des vertus, non seulement pour s'approprier Nietzsche, que par ailleurs on peut lire en français sans être germaniste, mais aussi pour mettre au point, et au fond tu pourrais peut-être en dire deux mots, même si ce n'était pas prévu maintenant, mettre au point des modalités, des procédures de traduction, parce que la traduction de Nietzsche n'est pas une traduction qui va de soi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être tu peux dire deux mots avant qu'on enchaîne. Oui, ce qui était très intéressant dans cette traduction, c'est déjà la diversité des supports et des styles, puisqu'on a des cartes postales où la ponctuation est, on pourrait dire, défaillante, enfin, en tout cas, elle est parfois absente. Dans un style très heurté, il y a des informations très précises à donner très rapidement, dans l'urgence. Et puis, il y a aussi des lettres qui sont vraiment lyriques, qui manifestent une grande... une expansion, un désir ou un enthousiasme, une ardeur dans la communication, pas seulement d'informations, mais aussi de sentiments et de toutes sortes d'aspirations. Et puis, alors, par ailleurs, alors, dans le travail à deux, on a procédé de manière variée. Parfois, l'un de nous commençait de traduire et puis attendait. Ensuite, il fallait attendre qu'on puisse se rencontrer. Et ça s'est quand même étalé sur 2 ans, enfin l'ensemble du travail. Donc pendant ce temps-là, il y avait à jouer l'imagination de la variété des formes possibles et l'imagination de ce que cela pouvait donner à deux après que c'était travaillé par chacun d'entre nous. Et puis parfois la traduction se faisait vraiment pied à pied dans un travail vraiment un peu laborieux, quoi, la main dans la pâte des mots et ensemble. Donc cette variété, je pense, ça fait partie du plaisir de la traduction. Alors après, on trouve des expressions, voire des mots ou des phrases entières qui font écho à la philosophie de Nietzsche. Certains termes qui sont très courants, hein, comme qu'on a traduit par joie ou sérénité, voire tranquillité, Heiterkeit, mais c'est en même temps un concept clé de la philosophie de Nietzsche. Ça apparaît parfois dans un contexte très trivial, mais parfois aussi d'une manière plus précise, plus incisive. Voilà. Donc, et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette question de la traduction est mise en abîme dans les lettres, puisque Nietzsche a une sorte d'obsession d'être traduit, et d'être traduit en particulier en français, qui est pour lui la langue classique qu'il vénère, celle de Voltaire, celle de Stendhal, voilà, auquel on ne prétend pas s'égaler, mais et il ne cesse d'aspirer à être traduit, parfois à délirer ou en tout cas imaginer de manière un petit peu exagérée qu'il va pouvoir être traduit, par exemple par Strindberg, qui ne lui a jamais dit qu'il allait le traduire et qui d'ailleurs refuse. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement présent, qui correspond pour lui à une ouverture à des formes différentes de vie, des styles différents, des hiérarchies de valeurs différentes. Et je pense que c'est un peu le plaisir qu'on a pris à traduire, c'est aussi le plaisir d'entrer dans ces trajets nietzschéens, cette recherche voilà, qui est mise en abîme par ailleurs. Alors peut-être dernière remarque sur cette question, au-delà de la question de la traduction, c'est une toute petite observation qui m'est venue, chemin faisant, et ce que tu viens de dire, en effet, est important, parce qu'on a pris le temps de le faire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup appris de choses aussi, on a dû expérimenter un certain nombre de procédures, revenir, etc. Donc c'est extrêmement instructif. Je veux juste faire une toute petite remarque, c'est traduire est une chose, traduire une correspondance en est peut-être une autre.
Juste un point sur la correspondance. Je suis toujours, non pas embarrassé, puisqu'il n'y a pas de raison de l'être, mais je suis toujours un peu perplexe, ému ou quelquefois enthousiasmé par le fait que ce que nous lisons, et a fortiori si nous le traduisons pour le donner à lire dans la langue qui est la nôtre, ne nous était pas destiné. Une correspondance, c'est toujours ouvrir du courrier qui ne nous a pas été envoyé. Donc il y a aussi une dimension très étrange quand on sait, et on va y revenir, à quel point la question de la destination, la question de la réception, celle de la solitude, de l'amitié possible, de toutes ces complications que Nietzsche n'a pas cessé d'éprouver tout au long de son aventure intellectuelle et humaine dans la relation qu'il avait à autrui. Nous aurions, enfin, il me semble que si nous avions traduit Nietzsche, par exemple, si on a vu la folie de se plonger dans la traduction d'un des livres de Nietzsche, les choses auraient été complexe et passionnante et difficile aussi bien. Mais là, il y avait aussi cette chose étrange, étonnante par moments, d'avoir le sentiment d'entrer dans une intimité, d'entrer dans une espèce de sphère assez problématique chez lui, qui est celle du rapport à soi, du rapport à autrui. Voilà. Donc, pour conclure sur ce point, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir. Alors, oui, alors ce livre rentre dans cette collection qui s'appelle Via, il est question de l'Italie, et peut-être, si vous voulez, je voudrais commencer par peut-être dire un certain nombre de choses à propos de cette affaire italienne chez Nietzsche, pour peut-être lui donner un peu d'amplitude et un peu de relief. Le grand tour en Italie, le voyage en Italie, ça, c'est évidemment pas une invention du 19e siècle. C'est pas une invention nietzschéenne, c'est une affaire qui se fait depuis très longtemps. On pense au voyage de Montaigne, par exemple. On pense à Goethe, on pense à Stendhal. Depuis longtemps, on va en Italie, les intellectuels vont en Italie. On y va pour des tas de raisons que je ne vais pas rappeler parce qu'on les connaît, notamment la fréquentation et des paysages et des œuvres. Mais d'une certaine manière, Nietzsche n'avait pas de raison d'y aller. On peut dire ça, même si il y en a, évidemment. Mais d'une certaine manière, il n'avait pas de raison d'y aller, au sens où la première fois où il y va, en 72, il y va, il en revient pas tout à fait convaincu au point de vouloir y revenir. Et c'est en 1876, qu'il va y aller, mais à l'invitation de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris l'initiative d'y aller. Et que là, d'une certaine façon, l'installation qui va durer quelques mois à Sorrente va très probablement engager chez lui un certain nombre d'actualisation de ce qui était latent, de changement de perspective, d'enthousiasme, encore une fois. Mais c'est très intéressant de garder à l'esprit, me semble-t-il, ces deux idées qui seraient d'une part que le signifiant italien, Italie, n'est pas réductible à un pays, une langue, etc., que pour Nietzsche, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus fort. Disons le Sud, qui va opposer, ou qu'on doit opposer évidemment à l'Allemagne au nord, mais aussi dans la perspective de ce qu'est l'Europe de ce moment-là. Et puis, il va y avoir, parce que c'est aussi la coïncidence avec ce moment de sa vie en 76-88, c'est très court finalement, hein, cette douzaine d'années. Alors, il fait des séjours en pointillé, il n'est pas tout le temps en Italie, mais très vite le triangle qui va être le sien, ça va être grosso modo l'Engadine, l'Italie, la Côte d'Azur, enfin en tout cas Nice, c'est-à-dire cette espèce de triangle qui effectivement le conduit à fréquenter plutôt le sud de l'Europe, sachant que par ailleurs il avait démissionné de son emploi d'enseignant à l'université de Bâle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire italienne? Avant peut-être de dire des choses plus précises sur le fait qu'il se retrouve à Sorrente, il me semble que peut-être la première chose qu'on peut dire, deux choses en tout cas, mais la première, c'est que Nietzsche est probablement celui qui a posé le diagnostic le plus intransigeant, le plus radical, le plus précis sur quelque chose qu'on peut appeler une maladie de l'Europe. Il est très sensible au fait que l'Europe est malade. Il a participé comme engagé volontaire à la guerre de 70, il a été brancardier, il a vu de très près ce que c'était que le nationalisme prussien, ce que c'était que le bellicisme, ce que c'était que cette espèce de crispation des nations les unes par rapport aux autres. Il a fait ce diagnostic qu'on sait sur
ce que pourrait être une forme de décadence avec le ressentiment qui l'accompagne et qui est le diagnostic qu'il pose sur la question de l'Europe, sachant que l'Europe, pour lui, c'est à la fois un continent, mais c'est aussi un ensemble de valeurs, parce que c'est comme ça qu'il faut entendre cette affaire-là, notamment héritée du christianisme, qui va être évidemment le point à la fois de fascination et de répulsion de toute son aventure. Et puis, sachant que l'Europe est malade et que Nietzsche lui-même va accorder une très grande importance à l'idée de guérison, de santé, vous voyez, le fait de poser le diagnostic engage immédiatement la volonté, le désir et la volonté de se dégager de cette pathologie européenne. Le Sud et l'Italie vont apparaître, avec l'expérience qu'il va en faire, vont apparaître comme le lieu, ou un des lieux, où la vie devient possible. Et en effet, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la pérégrination de Nietzsche en Italie, c'est pas simplement quelque chose qui, sur une carte, tracerait des chemins de ville en ville, c'est bien plus ou bien davantage la recherche d'un lieu. Alors j'allais dire idéal, non, parce que le mot idéal chez Nietzsche n'est vraiment pas du tout le mot adéquat, mais la recherche du lieu où bien vivre, sachant que pour lui, l'exercice de la pensée compare l'esprit à un estomac, l'exercice de la pensée et l'aventure physiologique, c'est-à-dire comment on se sent, comment on s'affecte soi-même à travers ce qu'on est, à travers son corps, à travers la nourriture, à travers le climat, la météorologie. Tout ça est totalement corrélé, co-impliqué, qu'il n'y a pas de rupture entre une activité intellectuelle abstraite d'un côté et puis l'expérience sensible de l'autre. Chez Nietzsche, les deux choses sont absolument corrélées. Et il va trouver dans le Sud et en Italie les conditions d'existence qui lui sembleront être les plus favorables à l'amplification de son aventure de pensée, philosophique, disons, et à la découverte aussi de nouvelles perspectives qu'il n'aurait peut-être pas envisagées sans être allé en Italie. Je pense notamment à son séjour à Gênes. Voilà. Alors, en deux mots, je suis peut-être un peu long, mais non, ça va. En deux mots, comment alors se retrouve-t-il à Sorrente ? Il avait fait la connaissance d'une dame absolument exceptionnelle qui s'appelle Malvida von Meisenburg, qui était une grande intellectuelle, une amie de Wagner, une lectrice de Schopenhauer. Il l'avait rencontrée à Bayreuth, sauf erreur, c'est ça. Et elle-même avait lu La naissance de la tragédie. Donc elle-même avait déjà été très intéressé, et même plus que ça, par ce jeune philologue qui avait apporté, et il l'avait déjà fait bien avant cela, puisqu'il s'est retrouvé engagé à l'université de Bâle alors qu'il n'avait même pas encore fini sa thèse, pas fait de thèse. Simplement, il avait publié des articles de philologie extrêmement audacieux dans des revues de grand prestige, si bien qu'on l'avait recruté à l'université. Donc, cette dame avait perçu qu'elle avait affaire à un personnage tout à fait hors du commun, qui avait une capacité d'invention et que c'était un aventurier de la pensée d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il se définira d'ailleurs lui-même. Mais elle avait vu aussi qu'il allait pas très bien. Elle avait vu aussi qu'il était dans une situation et de santé, Florence y reviendra, mais aussi dans son rapport à la germanité. Alors, il est en Suisse, mais enfin... Elle avait compris que peut-être il était pertinent de lui proposer de venir prendre l'air sous des latitudes un peu plus hospitalières. D'ailleurs, lui parlera d'un climat tropical, ce qui est un peu excessif. Il en parle à propos de Nice. Nice n'est pas une ville tropicale, mais pour Nietzsche, c'était déjà ça. Et a fortiori dans la baie de Naples. Sachant que tropical, il l'oppose à tempéré, et que le tempéré, pour lui, c'est peut-être la forme la plus redoutable, une manière triste d'être au monde, une forme protestante, pour le dire vite.
Donc elle l'invite en 1976, elle l'invite à Sorrente, et c'est intéressant parce qu'elle l'invite avec d'autres amis. Et il se retrouve avec Paul Rée, avec Alfred Brenner, avec donc Malvida et Nietzsche, à former, et ça c'est un événement totalement crucial dans l'aventure nietzschéenne, à former quelque chose de totalement inattendu pour Nietzsche, mais qui va le réjouir, c'est-à-dire une espèce de petit phalanstère intellectuel, une espèce de petite communauté philosophique qui, d'une certaine manière, lui permet de se réconcilier avec l'idée qu'il est possible de vivre avec d'autres dans de bonnes conditions. Parce que Nietzsche est quand même un personnage compliqué, un personnage torturé, un personnage assez intransigeant, même s'il est capable de beaucoup de compassion et d'empathie. Il n'en demeure pas moins qu'il a des relations avec les autres humains qui sont ses contemporains, qui sont souvent compliqués. Or là, il va vivre quelque chose de totalement nouveau et de totalement exaltant pendant quelques mois. Et c'est probablement l'amorce de quelque chose qui lui laisse supposer que le ciel italien, la nourriture italienne, le climat italien, la végétation, l'architecture vont être de très bonnes conditions pour qu'il puisse solitairement, et comme Christophe Colomb l'avait fait à Gênes, ce qui est une figure exemplaire pour lui, pour qu'il puisse peut-être se lancer à la recherche de terres inconnues, disons ça comme ça. Lorsqu'ils vivent à Sorrente, tous les quatre, ils ont une vie très réglée, qui fait penser à une sorte de discipline monacale. Nietzsche insiste dans ses lettres. C'est très beau, c'est très stimulant, c'est assez émouvant de voir qu'ils ont opté pour cette vie réglée. Le matin, chacun travaille à ses projets. Nietzsche au sien, Malvida, un roman, un essai. Chacun est dans sa chambre et travaille. On se retrouve pour le déjeuner. L'après-midi, on va explorer la région. Alors Nietzsche monte sur des barques et va visiter les grottes à Capri. Il va se promener dans les collines, dans les champs d'oliviers, dans les orangeries. Le soir, on se retrouve dans le grand salon de la villa. Et dans ce grand salon, on se fait la lecture des travaux en cours ou des textes qui sont nourriciers pour les uns et pour les autres. On relit Platon, on lit Homère, on lit les moralistes du XVIIe siècle. Et Nietzsche, dans sa correspondance, salue là, à la fois une découverte, quelque chose d'exaltant, qui va l'inciter à revenir en Italie, sinon à Sorrente, et le sentiment qu'en effet, il est possible de vivre cette vie oui, qui fait penser à des écoles de la philosophie antique. On pense à Épicure, par exemple. Et il va élaborer, d'ailleurs, alors, concept, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas, il va élaborer une formule pour indiquer ce qu'est ce séjour en commun avec cette dialectique douce, mais très rigoureuse, malgré tout, de la solitude et de l'être ensemble, puisqu'il ne cesse, avec ses camarades, de varier les moments de grande solitude et de recherche opiniâtres et exigeantes, et puis les moments d'échange. Il va construire cette notion de esprit libre. Il va appeler cette communauté la communauté des esprits libres. Et ce Freiergeist, c'est ça? Ces esprits libres, ça désigne chez Nietzsche quelque chose qui va bien au-delà de la formule ordinaire. Ça désigne un affranchissement par rapport aux valeurs qui sont celles de l'Europe de l'époque, un affranchissement par rapport au Nord, par rapport à l'Allemagne, et la promesse, sans doute, grâce à cette dynamique de l'esprit libre, la promesse d'une aventure intellectuelle qui effectivement ne va pas cesser jusqu'en 88, puisqu'il fera des séjours réguliers en Italie. Peut-être pour conclure sur ce point, je lis la lettre d'arrivée, comme ça donne une petite idée aussi de sa prose. Il a beaucoup de correspondants, il écrit beaucoup à sa mère et à sa sœur, personnage à la fois important, non, ça c'est le tien, et le mien est là, pardon. Personnages à la fois importants et avec lesquels il entretient des relations un peu ambivalentes, notamment avec sa sœur. Mais voilà ce qu'il écrit
Le 28 octobre 1876, il arrive à Sorrente. Bon, le voyage n'a pas été sans difficulté, mais enfin, peu importe. Voilà, il écrit à Elisabeth, Nietzsche. Sorrente, le 28 octobre 1876. Voilà, nous sommes à Sorrente. En tout, le voyage de Bex à ici nous a pris 8 jours. À Gênes, j'ai été malade. De là, il nous a fallu environ 3 jours de traversée. Et figure-toi que nous avons réussi à éviter le mal de mer. Je préfère encore cette façon de voyager à l'horreur des déplacements en train. Nous avons retrouvé mademoiselle de Meisenboug dans un hôtel de Naples. Puis, nous sommes partis ensemble vers la nouvelle patrie, Villa Rubinacci, Sorrente, près de Naples. Je dispose d'une très grande chambre, au plafond très haut, et devant d'une terrasse. Je viens de prendre mon premier bain de mer. L'eau était, selon Ray, plus chaude que celle de la mer du Nord en juillet. Hier soir, nous nous sommes rendus chez les Wagner, qui logent à 5 minutes de chez nous, à l'hôtel Victoria, et qui vont rester encore tout le mois de novembre. Sorrente et Naples sont belles, on n'exagère pas. Ici, c'est un mélange d'air. Ici, c'est un mélange d'air de montagne et d'air marin. C'est vraiment bienfaisant pour les yeux. Face à ma terrasse, en contrebas, j'ai un grand parc vert, qui reste vert même en hiver. Puis la mer très sombre, et au fond, le Vésuve. Espérons. Affectueusement et fidèlement, votre Friedrich. Alors, je n'ai pas indiqué qu'effectivement, une des choses aussi importantes à noter, c'est qu'à Sorrente, il y a Wagner qui vient se reposer après la séance Festival de Bayreuth, et c'est là que Nietzsche va peut-être consommer enfin cette rupture avec lui, puisque c'est là qu'il le verra pour la dernière fois. Mais toujours est-il que il arrive là avec la joie de celui qui découvre un site dont il sait tout de suite que ça sera bienfaisant pour lui, c'est-à-dire à la fois pour sa santé, pour sa physiologie, mais aussi pour les grandes aventures intellectuelles qui l'attendent. Je te laisse poursuivre, c'est ça qu'on avait dit. Oui, oui, alors justement, bon, Pierre fonctionne là, oui. Pierre y a insisté. Nietzsche est un homme malade qui souffre physiquement, mentalement, physiquement déjà. La souffrance est omniprésente dans les lettres. Hein. Il souffre des yeux, il parle de lui comme du demi-aveugle, il parle de cette demi-cécité. Il souffre, il a des migraines terribles, il perd l'équilibre, il a des maux d'estomac qui lui rendent la vie souvent insupportable. On ne saura sans doute jamais exactement de quoi il souffrait. Il y a des hypothèses à ce sujet, mais ce n'est pas vraiment la question. En tout cas, il voit dans le Sud, ou il espère dans le Sud, il cherche dans le Sud une grande école de guérison de l'esprit et des sens. Ça, on trouve l'expression dans Par-delà bien et mal, au paragraphe 255. C'est vraiment cela, le Sud, pour lui, cette école de guérison. Et bon, d'ailleurs, s'il quitte Bâle, c'est parce qu'il ne parvenait plus à préparer ses cours, du fait de migraines ophtalmiques insupportables. Et il parle de la vie comme d'un combat. Vraiment un combat. Il dit j'étais presque toujours à demi-mort. Il le dit à Gênes, il le dit à différents moments. Un combat permanent qui parfois l'oblige à renoncer tacitement, dit-il, au commerce de l'amitié. Et renoncer au commerce de l'amitié, ça veut dire aussi renoncer à écrire une véritable lettre, comme il dit. Il dit parfois, quand je ne parviens plus à écrire une lettre parce que les yeux me font trop mal, la souffrance équivaut à un écart contraint, enfin une nécessité de mise à l'écart du monde, mais à l'égard de l'ami, même du compagnon. Et lorsque je parviens à écrire, souvent après avoir marché pendant des heures, la marche est absolument indispensable à la santé. Et pour cela, il faut un pavement lisse, Scoffre, Gênes et Turin, très important.
qui lui évite de tomber un petit peu à chaque pas. Après avoir marché donc pendant des heures, eh bien, une longue lettre est le signe d'une meilleure santé. Alors, il y a une aggravation dans les années 1875-1880, avec vraiment un pic dans les années 1881 à Gênes, où pourtant il se dit heureux. Enfin, c'est le meilleur moment, un des meilleurs moments, avant Turin, ensuite en 1888, mais là on est en 1881. Et pourtant, là, il a vraiment un sentiment de catastrophe, au point il fait une allusion très claire au suicide. Il arrive à l'âge où son père a mis fin à ses jours, et il se demande si lui-même ne pourrait pas s'autoriser à rejeter le fardeau de l'existence. Alors, en même temps, cette souffrance, lorsque c'est celle du corps, c'est celle, Pierre en a parlé un petit peu, c'est celle d'un corps qui n'est pas un corps dont l'autre absolu serait l'esprit. C'est la grande raison. Enfin, c'est un corps qui pense, c'est un corps avec lequel... un corps qui philosophe, un corps qui se dit dans la philosophie. Et toute la question est celle de l'interprétation de cette souffrance et de la maladie en général. Alors Nietzsche se méfie du sens qu'on plaque sur les événements, et en particulier sur les événements que l'on vit soi-même. Il se méfie des interprétations idéalistes de la maladie. L'idéalisme est la maladie même. L'idéalisme rend malade, et l'idéalisme est la maladie même. Et d'ailleurs, alors au moment de la rupture avec Wagner en 1876, il arrive malade au festival de Bayreuth. Il doit se retirer dans la forêt bavaroise, mais en même temps, la musique de Wagner semble bien l'avoir rendu malade. En tout cas, c'est ce qu'il dit. La foi, la piété wagnérienne. Et il dit que la musique est la maladie même. Donc, en fait, alors, souffrance et maladie, c'est ça qui est intéressant et qui est très visible aussi dans les lettres. Et il y a un écho fort avec la philosophie, là, bien sûr. C'est que souffrance et la maladie n'est pas un état qui serait opposé à la santé. Il n'y a pas d'état de santé en soi. Il dit en même temps, il n'y a rien de maladif en moi. Il dit dans Ecce Homo qu'il écrit en 1888, au moment où il se trouve à Turin. Il raconte dans les lettres l'élaboration de l'autobiographie, de ce texte très particulier qui est Ecce Homo. Il n'y a pas de santé en soi. Et finalement, il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'énoncés généraux sur ce qu'est la santé ou ce qu'est la maladie. Pour certains êtres, la maladie est, mais elle peut être un stimulant énergique pour la vie. C'est un petit peu le sens de cette fameuse phrase qui a été tournée un petit peu dans tous les sens. Ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Celui qui n'est pas décadent, c'est-à-dire qu'il ne prend pas systématiquement ce qui lui fait du mal, mais qui, avec la parfaite sûreté de l'instinct, est capable de se guérir lui-même, d'aller vers ce qui va le guérir. C'est cela qui rend plus fort, mais c'est certainement pas un énoncé général à ce sujet. Alors ça, c'est vraiment... du coup, il y a trois grandes tâches nietzschéennes qui sont pas encore une fois pas des énoncés généraux, mais vraiment des tâches à accomplir. Qui est alors tout d'abord on voit que dans cette maladie, la souffrance qui sont omniprésentes, pour lui sont en même temps des révélateurs. Il y a quelque chose de révélateur, de libérateur, quelque chose qui lui permet de se comprendre lui-même. La grande douleur approfondie, elle ne rend pas meilleur, mais elle nous délivre de certaines illusions. Elle nous oblige à voir les choses en face, en particulier à se voir soi-même en face, à obliger. Elle nous oblige à voir quel est le cours qu'était en train de prendre notre vie. Et c'est dans ce contexte-là que le Sud est une école de guérison de l'esprit et des sens, par opposition au Nord humide de l'idéal wagnérien. On trouve l'expression dans le cas Wagner, le Nord humide de l'idéal wagnérien. Justement, c'est l'idéal qui est humide et malade. Bon. Donc
Je voulais lire une lettre là que j'avais. Je la lirai, je garderai tout à l'heure. En fait, il faut faire un petit peu l'expérience, en quelque sorte, d'être malade pour ressentir et pour décrypter les rouages de l'instinct négateur. C'est-à-dire que la maladie enseigne le grand soupçon. Il dit ça dans le Gai Savoir, elle délivre. Par exemple, dit si je n'avais pas souffert des yeux, eh bien, je n'aurais jamais pu me délivrer de la bibliomanie propre aux Allemands. Je serais resté philologue à l'université de Bâle, où finalement, d'une certaine manière, quelque chose en moi y trouvait son compte. Mais voilà, je n'aurais pas pu trouver véritablement ma voie. Donc ça, c'est le premier point, la maladie qui est en quelque sorte libératrice, même si, encore une fois, ce n'est pas un énoncé général, mais pour une certaine complexion, la maladie peut devenir effectivement libératrice. Par ailleurs, il s'agit bien de devenir son propre médecin. Alors ça, il le dit au sens simple, il le dit à plusieurs reprises à sa sœur. Il dit: vous inquiétez pas trop, je sais comment me soigner. Alors il demande parfois qu'on lui envoie des remèdes. Il a certaines compétences médicales, assez modestes, mais quand même suffisantes. Mais au-delà de ça, il y a bien il y a le thème du médecin, l'idée du médecin comme médecin de la culture, pas le savant ou l'érudit, mais celui qui va traquer le pessimisme, qui va finalement profiter de la maladie pour dire du mal de la vie, pour s'affaiblir, pour devenir pessimiste, le pessimisme nihiliste, pour devenir idéaliste en quelque sorte. Donc il appelle de ses vœux et il dit dans les lettres qu'il veut être ce médecin philosophe. Par exemple, il se réjouit d'avoir été le voisin de Bungert, qui est un compositeur allemand, dont il est le voisin à Gênes en 1883. Il dit: il n'y a rien de maladif en lui, et ce rien de maladif en lui, eh bien, me permet, de guérir, permet ma convalescence, permet de revenir à moi-même. Et la guérison est en quelque sorte la conséquence de cela. Où on voit là, au passage, j'aurais peut-être pas trop le temps d'en parler, mais que le rapport à l'autre en lequel on peut se reconnaître est aussi un élément de guérison. Non pas la société en général ou le commun, mais le compagnon, l'ami, au sens fort, c'est-à-dire aussi celui qui sait se tenir à distance, qui sait respecter la part de solitude dont chacun a besoin. Donc devenir son propre médecin, et puis, alors du coup, faire de ce qu'il appelle dans le Gai Savoir la grande santé, faire de la grande santé son instrument. C'est un outil, la grande santé, c'est pas un état de non-maladie, mais il s'agit bien d'expérimenter, se rendre capable d'expérimenter des possibilités de vie. Ça, c'est vraiment être capable de s'ouvrir à des perspectives, c'est-à-dire à des hiérarchies de valeurs très différentes. Vivre la vie de l'artiste, la vie du conquérant. Pierre a parlé de l'importance de la figure de Christophe Colomb. La vie aussi du malade, du malade qui va observer depuis sa maladie des valeurs plus saines, puis ensuite, en retour, observer depuis cet état-là l'état de maladie, le don de double vue, en quelque sorte. Et du coup, on trouve dans les lettres des expressions qui peuvent sembler anodines, mais qui, répétées, sont vraiment très fortes. C'est l'idée que plus important que la santé, c'est la volonté de santé. Je suis malade, je souffre, mais je veux aller mieux. La santé est incroyablement mauvaise, mais la volonté d'aller mieux est bien présente. C'est ça, c'est sa fierté, c'est ça sa santé, c'est ça la grande santé finalement. Celle qui est capable de sacrifier la petite santé, qui se replierait sur un confort, peut-être un lieu où on se sent à peu près vivre, dans un équilibre relatif, mais être capable de risquer
ce relatif équilibre-là, hein, c'est ça, hein, l'outil de la grande santé. Hein, c'est voilà, aller plus loin de. Bon, quand Guilhem parlera de normativité, il y a un écho, je crois, avec ça, capable de s'ouvrir à des vies, de la santé débordante, comme ouverture à des manières de penser multiples et opposées. Hein. Et finalement, ces voyages, enfin, ce ne sont pas des voyages, mais ces déplacements nietzschéens de l'Italie à Nice, à Sils Maria en Suisse, mais aussi à l'intérieur de l'Italie, hein, ce sont des efforts d'ouverture. Hein, c'est un chemin à tâtons vers ces manières de penser multiples et opposées. Alors, il y avait une lettre là que j'ai laissée passer. Je voudrais vous... alors, c'est une petite lettre, c'est une carte postale, en fait, à son grand ami Franz Overbeck, qui était son collègue à l'université de Bâle, spécialiste du christianisme primitif, à Gênes, le 17 novembre 1880. Cher ami, je veux juste vous faire savoir que j'ai atteint la côte Ligure et que pour le moment, je vivrai non loin de Gênes. Depuis notre dernier échange de lettres, Pardon. Non, c'est bien ça, je vous prie de m'excuser. Depuis notre dernier échange de lettres et de cartes, tous les maux et toutes les misères se sont abattus sur moi, à tel point que je n'ai guère souvenir d'une pire époque. J'ai souffert comme un ours enchaîné, et la pusillanimité et l'amertume se sont logées dans mon cœur. Hiver très précoce, comme la nature. En attendant, les cendres et le phénix me font penser « Relève-toi ». Pensez à moi avec affection, votre ami. En toutes circonstances, Genova poste restante. Et peut-être une dernière chose qui me semble très importante, c'est que finalement ce que dans Ainsi parlait Zarathustra, ce que Zarathustra appelle la voie du corps guéri, consiste dans une sorte de savoir du corps qui appelle une attention aux toutes petites choses. Il dit, c'est à Turin que j'apprends les grandes différences dans les petites choses, que j'apprends à voir, à sentir, que j'apprends à savoir ce que mon estomac peut digérer. Hein. J'apprends à connaître la taille de mon estomac. Et finalement, cette attention, se rendre capable d'attention à ce qui touche le plus près et qui a été négligé par la philosophie. À savoir comment je digère, comment je supporte le climat, de quel type de sol j'ai besoin pour marcher relativement à la marche dont j'ai besoin pour vivre, pour respirer, pour penser, pour écrire. Ça, c'est une psychophysiologie qui est vraiment à l'œuvre dans les lettres. C'est une psychophysiologie pour laquelle Nietzsche a lâché la philologie. Voilà. Et Turin est vraiment la terre promise pour les jambes et les yeux. Il dit, du fait de son pavement, du fait de sa lumière, de l'air sec, et pour la première fois, alors que le printemps, il dit, est pour lui une histoire d'horreur, du fait de la lumière essentiellement, pour ses yeux, le printemps à Turin, eh bien, il est sans douleur aux yeux, et ça, c'est extraordinaire. Hein, voilà, c'est vraiment l'équilibre de vie, du bateau de vie, avant l'effondrement. Hein. Alors, on parle de Turin, ça c'est une découverte de la dernière année, on peut dire, 88. On était à Sorrente, je voudrais quand même peut-être mentionner le séjour à Gênes, parce qu'il se trouve que Gênes aura été peut-être la première ville de cœur en Italie pour Nietzsche. C'est probablement là qu'il a senti que ce pays était le plus favorable à ce qu'il souhaitait faire. Il va du reste y revenir plusieurs fois. Alors Florence vient de le dire, Gênes, c'est un endroit qui est au bord de la mer. La question de la mer, j'y reviens dans un instant, est tout à fait cruciale. C'est un endroit où il mange très bien, notamment il dit se régaler et très bien digérer les tripes qu'on y sert. Il vit dans des petites pensions, il a très peu d'argent. À l'époque, on peut vivre avec peu d'argent, ce qui est aussi une chose qu'on a remarqué au fil de nos lectures. Et cette pérégrination, je voudrais quand même la mettre aussi sous le signe d'une formule qu'on trouve dans Ecce Homo et qui peut-être
permet de comprendre ce que c'est que cette errance. On a parlé souvent de l'errance de Nietzsche. Il écrit « Il n'est donné à personne de vivre partout ». C'est une formule tout à fait saisissante. Il n'est donné à personne de vivre partout. Nietzsche est en train de chercher le lieu où on peut vivre, c'est-à-dire vivre, penser, penser et vivre, puisqu'il est dans une sorte d'expérimentation de soi. On trouve cette idée-là. Il fait une expérience de lui-même. On trouve même l'idée que cette expérience, il la rapproche de ce que pourrait faire un scientifique. Il observe l'effet que produisent sur lui les situations, les circonstances, les conditions, les rencontres. Il observe ça, et c'est ça qui explique aussi ce paradoxe souvent invraisemblable qui le conduit à dire qu'il va très mal et qu'il a très bien travaillé. Qu'il a très mal à la tête, que c'est épouvantable, mais aujourd'hui il a eu des idées formidables. On se dit mais comment est-ce possible ? Mais c'est possible précisément parce que aller très bien ou très mal en soi finalement n'a pas grand intérêt. Ce qui a vraiment d'intérêt, c'est d'observer ce que ça signifie, de se mettre soi-même, j'allais dire, sous la lentille de l'observateur qui fait de soi à la fois un sujet et l'objet de l'observation du dit sujet, ce qui est tout à fait saisissant. Alors je voudrais maintenant peut-être dire deux ou trois mots sur Gênes. Je le disais à l'instant. Il y a une lettre, il y a plusieurs lettres de Gênes, mais il y a une lettre qu'il envoie à Franz Overbeck, son ami, le 14 octobre 81. C'est pas un moment où il va très bien, tu viens de le dire, et néanmoins, voilà ce qu'il écrit. C'est une carte postale en réalité. Ainsi donc, cher vieil ami, j'ai de nouveau ma ville de Gênes, la moins moderne que je connaisse et en même temps débordante de force vitale. Quelque chose de pas du tout romantique et pourtant de singulier au plus haut point. Je veux continuer de vivre sous la protection de mes saints patrons du lieu, Colomb, Paganini et Mazzini, qui ensemble représentent très bien leur ville. Alors peut-être quelques mots sur cette affaire de Christophe Colomb. Pourquoi aime-t-il Gênes ? Probablement parce que Gênes, à l'époque en particulier, est une ville tout à fait saisissante. C'est un grand port, c'est un port très actif, c'est une ville très vivante. C'est une ville aussi qui est un peu étrange dans sa configuration. Il fait une remarque dans une lettre, et on retrouvera ça ailleurs, notamment dans le Gai Savoir, où il parle aussi de cette affaire génoise, sur l'architecture. Il se promène dans la ville, il descend les collines, il va dans les ruelles, il observe les maisons. Et là, il fait une sorte d'observation qui a une portée générale, qui l'incite à voir que finalement, l'habitation des Génois, telle qu'elle lui apparaît, c'est-à-dire un peu de briques et de broc, à la fois très élégante dans certains quartiers et dans d'autres endroits, qui a l'air d'avoir été faite de manière tout à fait hasardeuse ou empirique. Finalement, dit-il, on a là l'expression d'une forme de liberté qui fait que chacun construit sans se soucier de la loi. Et il va mettre ça en opposition avec la ville allemande, par exemple, où au contraire, tout est absolument régulier. Il remarque que le constructeur génois, alors je ne le dis pas dans ces termes-là, mais ça reviendrait à ça. C'est quelqu'un qui finalement se moque à la fois de la norme et de la vie de son voisin. Mais comme tout le monde en fait autant, finalement, tout se passe très bien. Il ne s'agit pas de provoquer son voisin en faisant n'importe quoi, mais son voisin faisant la même chose que soi, c'est-à-dire affirmant des singularités hasardeuses liées à la fantaisie. Il y a là une vitalité que salue Nietzsche. Et la figure qu'on vient de voir dans la carte postale de Christophe Colomb va être tout à fait décisive, notamment dans Aurore, mais ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce Christophe Colomb ? Pourquoi est-il aussi important pour Nietzsche ? Il y a un moment où Nietzsche dit que, en se promenant sur les hauteurs de Gênes, il marche, Florence l'a rappelé, et c'est très important, il marche plusieurs heures par jour. D'abord parce qu'il aime la marche, parce que ça lui permet de visiter et de découvrir des lieux, mais c'est aussi parce que c'est une activité qui lui permet peut-être de réguler ou de faire que s'atténuent les troubles qui sont les siens, migraines ou autre chose. Et il dit, alors qu'il est face à la mer, sur les hauteurs de Gênes, et c'est très émouvant cette histoire, parce qu'on se dit, mais c'est sûrement vrai, comme c'est étrange, il dit qu'il a le sentiment, d'une certaine manière, d'être comme Christophe Colomb.
il aperçoit quelque chose qui lui laisse supposer que ce que Christophe Colomb a ressenti en regardant le large, c'est-à-dire en imaginant qu'il allait monter sur un bateau à la conquête d'un nouveau monde dont on ne savait pas s'il existait, ce qui était quand même quelque chose de tout à fait audacieux, peut-être fou, Nietzsche dit que d'une certaine manière, il a ressenti ce que ressentait Christophe Colomb. Et il y a une analogie tout à fait frappante et tout à fait cruciale entre l'aventurier qui est l'explorateur, Christophe Colomb, qui va avoir le culot de partir sans aucune garantie, ni de trouver quoi que ce soit, ni même de revenir. Analogie donc entre cette figure héroïque de l'explorateur et ce qu'il va appeler lui-même un explorateur dans le domaine de la pensée. C'est tout à fait troublant de voir qu'il trouve là, dit-il, un saint patron. Et on a encore un peu de temps ou... Ah, pardon. Je termine alors juste sur cette mention pour revenir sur cette idée de voyage. Il y a une chose que nous n'avons pas dite et puis sur laquelle je veux insister. À partir du moment où Nietzsche va quitter la Suisse, à partir du moment où il va d'abord être dans une situation de congé puis de démission vis-à-vis de l'université, il est dans une position tout à fait étonnante. Parce que, ayant quitté l'Allemagne, il n'a plus de passeport allemand. Étant arrivé en Suisse, mais n'étant pas résident depuis suffisamment longtemps, il n'a pas encore de papier suisse, de sorte qu'il se retrouve sans papier. Nietzsche va vivre sans papier. Alors ça nous apprend déjà des choses très intéressantes sur le fait qu'on pouvait traverser les frontières à cette époque-là avec un petit document. On a retrouvé les archives, une espèce de sauf-conduit qui lui permettait de passer les frontières, mais personne ne l'inquiétait. Dans un fragment posthume, voilà ce qu'il écrit pour se qualifier lui-même. Et je pense qu'on n'a pas le temps de le faire là ce soir, mais je pense que ça appellerait beaucoup de commentaires. Voilà comment il se nomme lui-même vagabond, apatride, voyageur. Bon, les trois termes sont liés mais ne sont pas synonymes. Vagabond, apatride, voyageur. C'est de lui qu'il parle, évidemment, qui a désappris à aimer son peuple parce qu'il aime plusieurs peuples. Et d'une certaine manière, toute l'errance nietzschéenne peut être comprise à partir de ces trois qualités de vagabond, apatride et voyageur, qui aime plusieurs peuples, c'est-à-dire au fond qui s'est enfin guéri du démon nationaliste ou patriotique qui pouvait encombrer son existence s'il était resté dans le Nord. Merci d'être venu et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 27 février 2020 avec les traducteurs et directeurs de l'ouvrage Lettres d'Italie, Florence Albrecht et Pierre Parlant, et en présence du philosophe Jean-Christophe Godard.